Bien le bonjour, chers amis, chers collègues, chères familles. Bienvenue à la prescription avec votre ami Fred Lambert. Alors, la semaine dernière, pour l'épisode extraordinaire avec la compositrice Keiko DeVos, je parlais de l'importance de suivre les artistes de notre temps, de ne pas se surobséder du passé. Et j'ai commencé à me faire une liste des artistes dont j'ai consommé leur catalogue complet. Et rapidement, à ma grande surprise, je me suis retrouvé avec une liste très généreuse, surtout dans le milieu du cinéma. Je vous épargne la musique. Alors, juste avec le cinéma, il y a Kubrick, Alfred Hitchcock, qui était un magnifique projet d'été dans lequel je suis allé chercher tous les films à la Bibliothèque nationale à Montréal. Et à coup de un film par soir, j'ai passé à travers tout ça. Il y a aussi Truffaut, Léoné, De Palma, Scorsese, Robert Morin, qui a aussi tout son catalogue à la Bibliothèque nationale. Et j'en passe, et je suis certain que j'en oublie. Ça, ce sont pour des artistes qui, bon, à part Robert Morin, qui sont morts. Il y en a d'autres que je célèbre de leur vivant. Et pour cette catégorie, c'est assez précis. Ce sont des films que j'ai vus sur grand écran. Tous les films sur grand écran. Alors, il y a Wes Anderson, Stéphane Lafleur et Jordan Peele avec son tout récent film Nope. Alors, ce sont ces trois noms qui font partie de cette rare catégorie que je veux absolument admirer dans une salle de cinéma. Parce que, bon, c'est encore un lieu qui est encore, disons, sacré pour moi. Et je crois que c'est important d'en avoir au moins un ou deux cinéastes qu'on admire dans une immense salle qui est plus grosse que nous. Écoutez, je suis un peu vieux jeu peut-être, mais je trouve que l'expérience cinématographique, il ne faut pas la perdre. Peu importe le film en passant, peu importe la qualité du film, que vous le trouviez bon ou mauvais, il faut avoir un cadre physique officiel pour ce type de visionnement. Et bref, j'ai commencé à penser beaucoup à ça cette semaine, une petite obsession de réflexion. Et sans m'en rendre compte, eh bien, mon invité cette semaine, j'ai tout vu ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière télévisuelle. Et à ma grande et bonne surprise, voici donc Jean-François Provençal. Jean-François Provençal est comédien, musicien, auteur, réalisateur, producteur et artiste. Il est l'un des 6 membres fondateurs du groupe humoriste Les Appendices. Comme comédien, on peut le voir dans les séries Trop et C'est comme ça que je t'aime, entre autres. Il anime également le podcast Tu me niaises sur YouTube. Voici ma discussion avec Jean-François Provençal. Je me demandais ça parce que, écoute, c'est assez drôle. Il y a des gens, des fois, tu dois encore rencontrer des gens qui écoutent pas nécessairement la télé tant que ça ou qui sont pas tant sur Internet. Ouais. Puis là, vient le moment, tu fais « Ah, salut, je m'appelle Jean-François. Ah, salut, je m'appelle Pierre. » Whatever. Et là, rapidement, vous allez vers la conversation de « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ouais. Toi, tu vas où exactement? Qu'est-ce que je dis? Oui, parce que j'essayais de décrire à ma mère hier. Elle dit, j'ai dit, je fais un podcast, c'est qui? Je nomme ton nom. J'allais pour te définir. Puis j'ai fait, mon Dieu, il y a tellement de titres. Mm-hmm. J'étais comme curieux de savoir ton titre premier, où est-ce que tu vas avec ça? Je dis que je fais tout. C'est pas mal ça. Là. Généralement, j'énumère tous les départements. Là, musicien, comédien, réalisateur. Le premier, c'est à la liste. Le premier, c'est à la liste. Aïe. Moi, je dirais artiste. Parce que je trouve pas qu'il y a comme une... les catégories, ça sert juste au magasin. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas. Moi, je fais des affaires. Fait que,
Je pense que c'est Frank Zappa qui disait ça, on s'en fout un peu, là, la catégorisation, toutes ces affaires-là. Tu sais, comme genre, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait vraiment de la musique, du théâtre, mettons? Ou, parce que, tu sais, quand il y a de la mise en scène dans un show de musique, est où la limite entre la musique puis le théâtre? Parce que là, après ça, t'as aussi les comédies musicales, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que, genre, moi, les catégorisations, genre, m'en fous un petit peu, là, tu sais. Je fais des affaires. Mais quand... tu fais des affaires. Je fais des affaires. Mais c'est vrai que si on va dans ta bio officielle, ça dit quand même humoriste, auteur, réalisateur, musicien et comédien québécois. Et c'est tout c'est tout vrai. Mm-hmm. Ça s'applique tout à ta personne. Et écoute, on va faire un petit mini survol quand même d'enfance parce que ça m'intrigue. Parce que, tu sais, évidemment, comme musicien que je suis, j'ai commencé ça à 5 ans. Ça fait partie... tu sais, j'ai appris à lire la musique avant de savoir lire mon nom. Donc, ça exprime quand même ma relation avec une partition versus des mots. Là. Mm-hmm. Et la vie en général, c'est comme ça fait partie vraiment de moi d'avoir cet instrument-là. Dans ton cas, toi, tu as eu une espèce d'enfance où est-ce que je présume tu as été initié à différents arts et à travers ça, tu t'es un peu défini ou c'est arrivé plus sur le tard? Non, j'ai toujours été très artistique, mais j'ai pas eu nécessairement tant que ça des parents qui m'ont montré les arts. Je pense qu'en fait, c'est juste ma mère, elle était fleuriste, puis elle faisait beaucoup de céramique, puis de peinture, puis d'affaires de même. Okay. Puis mon père, il aime beaucoup chanter, puis il chante constamment. Il siffle tout le temps, là, mettons. Fait que mon grand-père aussi était comme ça. Fait que je pense que c'est ça, en fait. Mais c'était pas une famille nécessairement artistique. Ben, dans le sens où les fleuristes, quand même, il y a quelque chose là-dedans, là, mais je veux dire, par rapport à... Pas comme professionnellement, là, plus comme amateur, mais comme jamais comme, on dirait... On écoutait beaucoup de musique, mais pas tant que ça. Je pense qu'on avait 3 albums à la maison. Ah ouais, OK. Mais c'est juste, je sais pas, on est curieux. Ma famille, mes 2 sœurs aussi sont super artistiques. Là. Ils font plein d'affaires, plein de... genre de couture ou de broderie où on fait des gâteaux, ils font de la photo, ils chantent. Fait que tout le monde est très créatif dans ma famille, mais c'est pas comme quelque chose qui était mis de l'avant nécessairement, c'est comme juste naturel. Expressif, on pourrait dire. Ouais. Quand même. Ouais. Et je connais pas toute l'histoire, on peut-être me dire un peu rapidement l'histoire des appendices. Par rapport à comment vous êtes rencontrés, vous connaissez depuis super longtemps, si j'ai bien compris. Vous étiez de quel coin encore? C'est Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ouais. Vous êtes rencontrés au secondaire? Exact. OK. Amis de secondaire. Ouais. Commencé à faire de l'impro qui est souvent l'espèce de lieu de rencontre pour ben du monde, ben des humoristes d'ailleurs. Surtout étrangement... ta génération, tout le monde parle de l'impro, l'impact que ça a eu. Ben c'est sûr, c'est la place où tu pouvais faire un spectacle puis ça demandait rien, tu sais, je veux dire, c'est pas, t'as même pas besoin, t'as besoin de rien littéralement, c'est tout dans ta tête. Fait que c'est sûr que c'était le point de départ de plein d'humoristes. Là. Mais t'as-tu fait du théâtre un peu à cette époque-là ou pas du tout? Oui, dans mes cours au secondaire, j'étais dans l'option théâtre. Ah, t'étais dans l'option théâtre? Oui. Okay. Mais tu sais, je peux pas dire que j'ai appris grand-chose, là, tu sais, c'est plus comme l'option niaiserie, là, tu sais, je veux dire. T'es-tu? Ah ouais, quand même? Ben, je veux dire, comme... Apprendre, non, mais peut-être il y a des trucs de genre mémorisation de texte, des affaires d'expression vocale. C'était plus, organise-toi, t'as ce texte-là à apprendre, puis let's go, tu sais. Okay, c'était ça ton école? Ouais, un peu. Ben, tu sais, je veux dire, t'es 30 élèves, on fait une pièce à 30. Après ça, c'est comme, ben, organisez-vous, là. Tu sais, on joue du rond fort, ça dure 3 heures. Là, t'es comme, aïe. OK. Les meilleurs vont faire les rôles, puis ben, ça va être ça, là, tu sais. Puis... Mais c'est pour ça que l'impro, c'était pas le plus libérateur, dans le sens que tu pouvais comme vraiment faire plus tes idées, puis bon, explorer là-dessus. Le cégep arrive. Donc, c'était à quel coin t'es allé? Je suis allé à Saint-Laurent. Okay, en cinéma, En cinéma? Ouais. OK. Donc, le cinéma était là, puis t'as fait... Et ensuite, t'es venu ici, t'es allé à l'UQAM. À l'UQAM, j'ai fait 3 certificats, un en création littéraire, un en scénarisation, puis un en histoire de l'art. Mais je les ai pas terminés. Fait que j'ai pas mon diplôme, non. Oh non! Non, création littéraire, je pense que je l'ai fini, OK. Mais les 2 autres, il me manque quelques cours. Là. Si t'es fini ça pourrait pas être une espèce de bac... SR. OK. Bon, un cumul là, de bac, là. OK. Affaire, T'en manques-tu gros? Je suis curieux. Il doit me manquer genre 3 cours en scénarisation, mettons, mais ça doit être des options, là, tu sais. Puis il doit me manquer comme peut-être... 4 cours en histoire de l'art, genre. Mais tu sais, histoire de l'art, je savais que j'allais pas le finir quand je l'ai commencé. Parce que c'était vraiment plus pour... Je voulais savoir... Parce que dans notre parcours, je trouve, à l'école, ils nous apprennent pas qu'est-ce qui vient vraiment nécessairement. Puis dans les autres arts, on dit c'est vraiment étrange.
Comme ils nous apprennent explique-moi juste... ça, ouais. Ben, comme, mettons, en scénarisation, ils t'apprennent comment écrire un scénario. Ouais. Mais après ça, on parle pas d'art. Tu sais, on parle juste de, ben, comme la tâche. Tu sais, la tâche est à faire, ben, c'est ça. Voici comment écrire un scénario. Mais tu sais, t'apprends rien sur les... D'où c'est que ça vient, le cinéma? Tu sais, t'as des cours d'histoire du cinéma, mais c'est comme super dole. Il y a comme... C'est trop spécifique, on dirait, ça va pas assez large. Tu sais, comme au moins au cégep, t'as comme un cours d'histoire de l'art où t'apprends les grands courants, tu sais, le classicisme, ces affaires-là, mais ça s'arrête là. Puis là, t'es comme, OK, mais après, là, les Grecs, mettons, qu'est-ce qu'il y a? Ça, on le sait pas. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment étrange parce que, tu sais, il y a eu comme en 1967 une explosion de l'art, là, qui a comme, tu sais, l'art contemporain a vraiment explosé. Puis ça, genre, on l'apprend pas dans nos cours d'art comme séparés. Peut-être en musique, c'est différent, mais... Non, il y a encore un peu la même chose dans le sens qu'il y a tellement à couvrir qu'on a plusieurs cours d'histoire où est-ce qu'on s'arrête pas. C'est rendu qu'on va surnommer les cours dans lesquels on va avoir l'histoire de telle date à telle date, puis on couvre. C'est difficile de couvrir tout. En même temps, je comprends que le système d'éducation, c'est une drôle de bête encore. Ouais. Surtout pour quelque chose comme la scénarisation, la créativité, où on peut te dire « Ah, un scénario, ça a 3 actes. Ouais. » Puis c'est ça. Exact. Voici où écrire les choses. Mais je l'ai vraiment fait pour avoir un cours sur l'art contemporain parce que ça me mystifiait un peu. J'allais au musée et j'étais comme, mais je comprends pas. C'est ça, pourquoi ça? Okay. Toutes ces affaires-là m'intéressaient beaucoup. Fait que j'ai fait ces cours-là, en fait, d'art contemporain. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais je pense que je les ai même pas finis. Genre, j'ai fait l'examen. J'ai-tu fait l'examen? J'en ai aucune idée. Mais c'était, surtout, l'idée, c'était aller à l'université pour aller chercher des connaissances qui pourraient être utiles à ce que tu faisais déjà. Ouais, puis tu sais, comme pas pour le diplôme, parce qu'on s'entend, il n'y a jamais personne qui m'a demandé mon diplôme pour travailler, là. Genre, non. C'est jamais arrivé. Parce que t'as-tu fait des job-in ou un peu, ou t'as rapidement été capable d'aller vivre de tes projets personnels? J'ai été vraiment chanceux parce que avant de finir l'université, j'ai eu un contrat, les appendices, fait que genre, c'est ça. C'est arrivé comment, ce contrat-là, encore? En fait, on faisait de l'impro, nous autres, à Saint-Jean, puis on avait invité les vedettes de la LNI à venir faire de l'impro à notre ligue à Saint-Jean. Puis là, ils nous avaient trouvé vraiment drôle. Puis Réal Bossé, qui jouait dans le sketch show à l'époque, on y a comme dit, on l'a invité à notre spectacle de théâtre drôle, de sketch. Puis il a fait comme, j'ai pas le temps de venir parce que, tu sais, j'ai une vie. Mais ça vous tente-tu d'écrire sur le sketch show? Fait que là, on a fait comme, ben oui, ça nous tente. Fait qu'on a envoyé plein de textes à la personne qui s'occupait du sketch show, les textes. Puis là, on avait envoyé tellement. Il a fait, aïe, voulez-vous faire une émission de sketch à la place? Parce que le sketch show, c'est un format acheté, je pense, de l'Australie. Puis là, il y avait juste du stock pour 3 saisons, tu sais. Puis là, il était en 2e saison. Fait qu'on fait comme, il nous faut d'autres sketchs. On veut continuer à faire ça, tu sais. Fait qu'on a un autre show. Ça serait les appendices. Les autres, ils écrivent plein de sketchs, sont vraiment drôles. T'sais, on va faire ça. C'était à l'époque un peu le chicken swell. Tu sais, le genre, ça coûte pas cher, c'était cheap un peu. Puis, tu sais, comme c'est super, le monde écoute ça, le monde capote. Fait que c'est dans cette terre-là un peu. Fait qu'ils essayaient de nous passer là-dedans un petit peu. Puis, finalement, après 3 ans, on a eu un contrat à Télé-Québec. Puis, c'est ça. Après 3 ans de travail, de préparation au sketch? Ben, genre, en fait, tu vas le présenter à tous les réseaux, là. Tu sais, comme on est à la TVA, on est à la Radio-Can. OK. Tout ça. À un moment donné, McDonald's aussi voulait nous acheter. Ah ouais? Ouais, et genre nos sketchs, là. Puis là, c'était comme, dans le contrat, c'était écrit les droits, même dans les nouvelles planètes, pas encore, tu sais, les galaxies pas encore découvertes, je sais pas trop, là, c'était comme, aïe, voyons donc, c'est quoi ça? Ça aurait été cool quand même. Ouais. Tu te commandais, tu sais, une carte à vie pour acheter du McDo pour tout le temps, là. Ouais. Mais quand tu dis qu'il y a eu 3 ans d'exploration, que vous avez eu ce contrat-là, c'est ça, tu as écrit pour le sketch show, tu as eu quelques trucs. Quand tu dis les appendices sont arrivés, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a pris en charge et a dit OK, on va vous trouver un contrat télé. C'était une agence, au fond? Non, c'était la réalisatrice du sketch show, Marie Brissette, qui est aussi productrice, qui a produit Fait Secours au départ. OK. Puis elle, dans le fond, elle avait sa compagnie de production, fait qu'elle a fait, on va faire le tour des réseaux pour voir qui veut ça. Tu sais, ça marche tout le temps pas mal comme ça. Les producteurs ou les productrices récupèrent un projet, mettons, puis là, ils font travailler un peu les auteurs pour un épisode pilote ou... ils tournent un démo ou pas nécessairement. Puis soit ils font le tour, ils font comme, j'ai ce produit-là, ça vous intéresse-tu? Puis là, si le réseau est intéressé, là, ils continuent avec une enveloppe budgétaire, puis c'est ça. Et là, vous avez embarqué là-dessus pendant 9 saisons. 9 saisons. Ouais. 9 saisons, qui est une immense run pour un collectif d'humoristes. Ça n'a pas rapport, là. C'est comme... Puis, tu sais, moi, je me souviens encore de les débuts
quand tout ça a commencé à la télévision, je faisais de la tournée avec des orchestres, puis le soir, on était à l'hôtel, puis des fois, tu étais dans des bleds perdus, puis je veux faire découvrir quelque chose. Puis les sketchs, il y a des épisodes que j'ai écoutés tellement de fois, mais la joie que j'avais de le montrer à des gens et de regarder la réaction du monde, ça, c'était tellement cool. Puis c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un collectif fort, dans le sens que, toi, t'es un peu plus jeune que moi, je pense, mais tu sais, il y a eu RBO qui a été là dans le paysage québécois pendant longtemps. Vous êtes arrivés, puis je me souviens que la première chose, je me suis dit, c'est assez intéressant d'avoir un collectif qui est pas méchant. Moi, je trouvais que vous étiez pas méchant. Puis je me suis toujours demandé, est-ce que il y a eu 2, 3... écoute, je pense qu'à travers toutes vos saisons, il y a peut-être eu 5, 6 flèches bien saignantes qui ont sorti, qui étaient délicieuses. Mais c'était, à la base, la méchanceté, c'était pas présent dans les sketchs. Je me suis dit, est-ce que c'était une ligne de conduite du band? Oui, un peu. Ah, OK. Ou c'était, je me disais, c'est-tu le réseau qui vous disait, c'est vraiment cool, restez donc fin. Non. Ils nous ont jamais rien dit par rapport aux méchancetés, mais c'était plus nous, tu sais, comme... Mais on riait beaucoup des gens, mais pas des gens connus. On riait de tout le monde. C'est un peu ça l'axe. Tu sais, c'est comme dire, hey, tout le monde est stupide, là. Avez-vous remarqué? Tu sais, puis c'est comme plus de rire de soi, des autres et d'embarquer dans... Exact. C'est plus de ça que ça parle, les appendices. C'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui me disent comme, mais vous autres, c'est de l'absurde, ça veut rien dire. Puis t'es comme, je pense pas. Je pense que tu l'as pas écouté comme faut. Non, c'est ça, exactement. C'est juste que... Il y a un angle absurde, il y a un angle bizarre, mais ça dit plein d'affaires, tu sais. Il y a plein de choses qui sont cachées à travers ces sketchs-là. Puis ça, c'est... Ah oui, il y a du monde qui dit ça. C'est de l'absurde, mais à cause de... OK, c'est intéressant, ça. Mais dans tes influences, souvent, je demande à des réalisateurs, quand ils viennent ici, de me parler de leur film de chevet. Et t'as-tu quelque chose de chevet? De mes influences pour les appendices, c'est sûr les Monty Python, ça c'est une grande influence là, vraiment là, surtout le film médiéval là, comment ça s'appelle donc? Holy Grail. Holy Grail, exactement. Comme on dirait les autres, je les aime aussi, mais il y a aussi celui le film à sketch là, je me rappelle plus du nom là, Meaning of Life. Meaning of Life. Meaning of Life, ça m'avait vraiment marqué quand j'étais plus jeune. J'étais comme wow. Ça, c'est bizarre. Surtout le bout là, où il y a comme un poisson. Puis là, là, c'est vraiment étrange. Ça, j'aimais vraiment ça. Sinon, on dirait que, genre, c'est sûr, les Simpsons, c'était une grosse influence, mais pas tant que ça. On dirait en humour, j'en ai pas tant que ça, des références comme ça. Et t'en écoutes-tu? Oui, j'en ai écouté beaucoup dans ma vie. J'étais un très bon public. Moi, j'écoutais de tout, là, genre de Lise Dion à les affaires plus pointues. Là, puis j'aime ça, là, je ris, là, même au spectacle de Lise Dion. Des fois, je fais comment elle fait une bonne joke. Je comprends pourquoi certaines personnes trouvent ça drôle. Puis on dirait que j'ai pas besoin nécessairement de comprendre, d'être la personne dans le public visé pour comprendre que la blague est bonne. Là, comme, parce qu'en fait, je m'intéresse beaucoup à l'humour dans les autres pays, comme surtout l'humour japonais que j'essaie de décrypter ces temps-ci puis de savoir c'est quoi au juste. Puis t'es là-dedans, là. Ouais, un petit peu. L'humour asiatique, mais comme j'essaie de trouver l'humour qui est le plus loin de moi puis de voir c'est quoi dans le fond. Est-ce que l'humour est international ou vraiment spécifique à des... Oui, il y a de l'humour comme international, mais il y a aussi certaines choses qui sont plus rattachés à leur culture, tu sais, puis il y a toutes sortes de choses, des codes qu'on peut pas comprendre. Fait comme j'essaie tout le temps de me mettre dans la peau de l'autre pour comprendre la joke, c'est un peu ça, là. Mais quand tu dis que tu explores un peu l'humour japonais, est-ce que c'est à travers justement il y a des émissions de sketch ou c'est du stand-up japonais? Le stand-up japonais, j'ai découvert que ça existe pas. Non, c'est pas dans leur culture. C'est des duos. Fait que c'est tout le temps genre Dominique et Martin. C'est tout le temps ça. Fait qu'il y en a comme, il y a le sérieux puis le niaiseux, tu sais. Puis c'est beaucoup, il parle au public puis là, l'autre il l'ostine. Ben non, tu peux pas que tu dises ça, faut que tu fasses ça de même. OK, on va le refaire. Puis c'est beaucoup des duos de même. Il y a une série qui s'appelle Hibana Sparks sur Netflix qui est vraiment excellente. C'est tiré d'un manga puis c'est un auteur, c'est un gars qui était dans un duo d'humour comme ça. Puis il a comme résumé un peu la scène humoristique en ce moment au Japon, tu sais, pas comme genre l'ancienne scène des années 80, là, vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Fait que là, tu vois comme un groupe partir de les petites soirées de rodage à devenir des méga vedettes. Puis c'est vraiment écœurant. Puis c'est pas juste comme traité sous l'humour, c'est beaucoup genre la relation entre deux amis qui se perdent un peu de vue là, à la fin, tu sais. Puis
C'est super bon. Wow. J'adore cette série-là, ouais. C'est tiré d'un manga, mais je l'ai pas trouvé. Fait que ça, c'est bon. T'es-tu manga un peu? Pas tant que ça, non. Okay, j'en lis une couple, mais je suis pas comme genre waouh, j'ai lu tout. Oui, c'est ça, juste. Je suis plus comme BD d'auteur, tu sais, là, des petites affaires courtes, pas comme des longues séries de 100 volumes. Là. Ça, je suis comme... J'ai lu longtemps One Piece. Sur mon téléphone, j'avais tout downloadé les One Piece, mais là, mon téléphone, j'ai changé, fait que là, je les ai plus, fait que j'ai arrêté de les lire. Mais je m'étais rendu super loin quand même. OK. Mais tu parlais de l'humour des autres pays, parce qu'il y avait eu cette série-là, justement, encore, je reviens à Netflix, de Comedian Around the World, une affaire comme ça. Ouais. L'as-tu exploré un peu cette affaire? Oui, mais je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup des jokes de pénis quand même à travers le monde. Jokes de pénis à travers le monde, mais aussi toute la présence scénique très américaine, juste dans une autre langue. Ouais, un petit peu, là. On dirait même, que là. c'est ça qui pogne, parce que c'est ça aussi qui est comme le plus connu, là. Tu sais, toutes les spéciales d'humoristes américains, tu sais. Raconteurs. On n'en entend pas vraiment parler, là, genre, ce spécial humoristique coréen, tu sais, comme, genre, il y en a presque pas, là, tu sais. Je pense qu'il y en a un qui est sorti dernièrement, là, quelqu'un de Philippines, je crois, mais qui était établi aux États-Unis, mais je l'ai pas regardé, fait que je peux pas vous en parler, mais... Non, c'est ça. Ça arrive de plus en plus, mais oui, effectivement, c'est beaucoup dans l'influence américaine, puis tu fais comme, je l'ai déjà vu chaud, là, un petit peu, là, ouais. comme... Moi, j'ai un ami qui m'a donné un cue sur l'Australie, où il se passe quand même des affaires intéressantes, même sur des podcasts, ça, où est-ce que c'est vraiment intéressant, c'est humour grinçant, mais à la fois super soyeux, super gentil. Il y a vraiment les deux qui se rencontrent, mais je connais encore. C'est en développement, là, tranquillement. Tu disais Monty Python, influence importante pour les appendices. Je me demandais comment tu te situais par rapport à Pérusse, entre autres. Ah oui, ça aussi. Ça, c'est le Yvon Deschamps de ma génération. Là, genre. Je pense que oui, puis c'est le Yvon Deschamps de ben des gens. Moi, c'est le cas. Je veux dire, le nombre de gens autour de moi qui font des citations constamment de Pérusse. Mais moi, il y avait quelque chose... Quand j'essaie aussi d'expliquer à ma famille qui vous étiez, il y a quelque chose un peu... J'ai dit, c'est un peu les petits-enfants de François Pérusse. 100%. Pour les jeux de mots, pour la façon de transformer, puis aussi Pérusse... jamais été méchant. Dernièrement, les deux derniers tomes, ils s'amusent à nommer des gens, mais là, c'est nouveau. Je pense qu'à un moment donné, tu as besoin aussi d'aller puiser un peu là-dedans. D'ailleurs, on va en reparler parce que tantôt, dans Tu me niaises, quand même, vous osez quand même nommer des choses pas mal. Ce qui me surprend, mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que ça me surprenait de toi, tu sais, parce que te connaissant à travers l'autre band. Excuse-moi, j'ai toujours band, parce que vous étiez un band quand même. On peut dire ça. On a fait de la musique, tu sais. Non, mais aussi la dynamique du band, tu sais. Il y en a plein qui faisaient moi, mon préféré dans la maison, c'est lui, ou ça change, puis y avait-tu un lead voice? Y avait-tu un lead voice dans les appendices? Non. Je pense que tout le monde... on faisait beaucoup... c'était beaucoup comme l'album blanc des Beatles. Tu sais, là, chacun faisait ses affaires un peu, puis tu faisais travailler les autres sur les affaires que tu voulais. Fait qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, comme... Surtout vers la fin. Au début, c'était beaucoup plus comme... c'était démocratique un peu, là. Genre, faut que tout le monde aime ça. T'sais. Ça devait être long. Oui, mais sauf que c'était très formateur parce que justement, on ne laissait pas passer les mauvaises choses. Puis à un moment donné, quand on est devenu un peu plus bon, puis on fait comme, regarde, on le sait, qu'est-ce qui marche pas, on l'a vu, là, il y a plein de sketchs qui marchent pas, puis il y a des affaires qui marchent. Fait qu'après ça, on était comme plus en confiance, puis c'était comme, regarde, moi, le texte que tu m'amènes là, je le trouve pas super drôle, je l'aime pas vraiment, mais si toi, tu y crois vraiment, vas-y, tu sais. Puis comme, des fois, il y avait des surprises qu'on faisait comme, au texte, ça, je le voyais pas. Puis là, OK, mis en scène, puis avec le montage, puis la musique, puis tout, c'est comme, wow, c'est la meilleure affaire, tu sais, fait comme... Il y a une grande partie, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une grande partie aussi de votre art que c'était ça. Je veux dire, je suis certain qu'il y a des trucs que j'aurais fait. Trop poreux, là, ça a pris 3 saisons avant qu'on le fasse, parce qu'on n'arrêtait pas de le reporter. Puis là, on était comme, c'est pas bon, ça, c'est niaiseux, ça, trop poreux, voyons donc. C'était qui le pitchait, ça? Ça, c'est Julien. C'est lui-même. Non, mais c'est son propre rôle. Parce que souvent, c'est ça, est-ce que souvent les rôles joués... Non. Pas nécessairement. Non. Il y a plein... Moi, j'ai écrit plein de Monsieur Poel. OK. Genre, qu'est-ce qui... Tout le monde écrivait un peu de tout, là, tu sais. Genre, c'était pas dit que j'ai écrit une couple de... J'ai écrit plein d'affaires. Tout le monde écrivait plein de choses. Puis ça peut être surprenant à quel point, mettons... Tu sais, Sonia, là, c'est...
elle écrit des affaires bizarres, là. Ouais, c'est genre, c'est la king de l'absurde, là. Ça n'a même pas rapport, genre. Puis j'étais tout le temps, wow, ça, c'est excellent. Puis c'est ça, ouais. Okay, mais tu vois, ça, on le sent pas, ça, on le sait pas. Non, c'est ça, on le sait pas, parce que tu le sais pas quel texte a été écrit par qui quand tu regardes une affaire, tu sais. Jamais. Puis des fois, même, quelqu'un écrit une structure, on fait, OK, je comprends l'essence du texte, je sais où que ça s'en va, mais comme le milieu, ouais. Puis là, quelqu'un d'autre partait, le remodifiait, écrivait toutes sortes de niaiseries dedans, puis après ça, il le rapportait à la personne, puis faisait, wow, OK, je prends ça, j'enlève ça, non. Fait que ça devient un genre de gros mélange que tu sais plus qui a écrit le texte à la fin, tu sais. Ah, ça, mais c'est ça, c'est un band qui jamme. Ouais, mais c'est ça, vraiment, exactement, c'est vous ça. Partez dans quelqu'un amène sa petite touche, le petit punch qui pourrait aider plus, ce que vous voulez tous faire quelque chose de qualité, au fond, c'est ça qui était la ligne de conduite, là, faire quelque chose de bon. Et d'avoir la confiance. Dans la réalisation, t'en as réalisé quand même pas mal. Oui. Les sketchs en green screen, j'ai fait pas mal. Ça, c'est ton les miens, forte. là, pas les... Dave, ses sketchs en green screen, lui, étaient vraiment mieux faits, là, tu sais, comme professionnel, avec, tu sais, c'était beau. Moi, c'était comme un peu, genre, tout croche. Mais c'est ça qui faisait le charme de la patente, t'sais. Mais quand tu faisais les shootings green screen, vous étiez en studio ou des fois tu fais même essayer de gosser ça chez toi? Non, on n'a jamais gossé ça chez... ça prend une équipe. Ça prend une équipe, technique, puis t'arrives vraiment prêt, puis tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Mais des fois, on a fait des green screen à l'extérieur, pas dans des studios. On a fait des affaires. Là. Des fois, c'est comme, OK, ben il nous manque un sketch journée-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben on est dans le parc, on pourrait mettre la green screen, puis là, parle à la caméra. Puis c'est ça. Fait que des fois, il y a des affaires comme ça qui se font. Mais généralement, c'était des journées green screen en studio. On faisait juste ça. Là. Fait que c'était des journées où on faisait blablabla, puis qu'on courait partout. Puis... Mais, wow. Est-ce que, avec le temps, il y en a-tu... Est-ce qu'il y a un sketch, comme mettons, que tu dis, ça, c'est mon trophée d'or. Ça, c'est la belle affaire qu'on a faite, que je suis extrêmement fier, que j'espère qu'on va se souvenir de. Oui. Ben, le village du Père Noël, c'est un sketch là, où c'est vraiment étrange. Venez au village du Père Noël, puis c'est full épeurant. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ce sketch-là parce que c'est comme moi qui l'ai écrit, je pense avec Chagnon. Moi puis Chagnon, on écrivait beaucoup d'affaires comme ça, vraiment étranges. Puis, tu sais, voyons, là, tu sais, les sketchs, les deux en green screen dans une maison, là, Jacques Alain et Jacques Alain. Ça, c'est nous autres, on écrivait ça ensemble. Puis si on avait écrit ce sketch-là ensemble, puis après ça, vu que moi, j'avais beaucoup de costumes, tu sais, je me faisais déguiser en fait des étoiles, puis j'avais beaucoup d'affaires, fait que j'étais pas là à la réalisation, fait que tout le monde s'échangeait le poste de réalisateur, puis tout le monde a comme rajouté sa petite sauce, sa petite épice dans ce sketch-là, puis rendu au montage, c'est comme, waouh, c'est notre Chapelle Sixtine de ce genre d'humour-là. Tu sais, comme chacun met son affaire à lui, sa petite sauce, l'affaire qu'il trouve bon dans le niaiseux n'importe quoi. Genre, puis j'étais vraiment fier de ce sketch-là parce que chacun a vraiment excellé. Je trouve ce sketch-là vraiment excellent. Chaque fois que je le regarde, je suis comme wow. C'est sûr, je vais le revisiter ce soir en ayant toute cette connaissance-là maintenant. Moi, je pense que c'est celui qui m'avait le plus marqué encore aujourd'hui, puis je l'ai revisité il y a pas longtemps, c'était celui des drôlets, quand les drôlets étaient venus. Mais ça, les drôlets, est-ce qu'ils avaient écrit avec vous autres ou c'était plus vous avez imposé vos trucs? Les gens invités n'ont jamais rien écrit, c'est toujours nous autres. Okay. Ouais, ils faisaient nos affaires. Ça, c'était fou, ce sketch-là. Je me souviens encore, je comprenais ça, mais ça, c'était assez intéressant comment vous aviez réussi à pacer l'affaire. Là, le band est en pause ou pas en pause? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est en développement d'affaires. C'est juste que, tu sais, là... il y a eu une pandémie aussi. Ouais, il y a eu une pandémie, mais on a fait pour vrai, la dernière saison qu'on a faite, on a fait une saison à juste sur tout.tv, puis je l'aime vraiment, cette saison-là, parce que c'est comme très distillé, là. Il y a comme pas beaucoup d'affaires, mais je trouve qu'on a fait nos meilleures affaires là, tu sais, même en pandémie, puis on s'est pas cassé le basic, là. C'était comme un personnage seulement, on va parler à la caméra. Quand on va être deux, ça va être, on va se mettre à distance loin. On s'est pas fait chier avec les mesures, là, genre c'était comme, on l'écrivait en pensant à va falloir être en distanciation puis tout, là. Fait qu'on s'est pas fait chier, là. Puis c'était le fun. Oh, wow! Ouais. Mais là, tu vois, en ce moment, on est en développement de plein d'autres affaires. On a écrit une genre de télésérie qu'on essaie de pitcher un peu partout. Puis c'est ça. Avec vous comme titre, vous êtes dedans, là. Oui, exact. Puis c'est ça. Mais je pense que les réseaux ont peur de notre
notre côté absurde, je pense. Puis, ils ont peur, hein, ouais. Ouais, ben, tu sais, c'est pas ça qui vend, là. T'sais, on s'entend que la TV a besoin de faire des 100 000 puis des 200 000 de codes d'écoute, fait que, genre, ben, plus que ça, même. Là, je dis 100 000, c'est très peu, là, tu sais. Mais sinon, ça serait web, peut-être? Oui, c'est ça, c'est juste que l'argent est pas là, fait que ça va être bien compliqué, je pense, de faire de quoi. Mais comme tout le monde fait des petites affaires on the side, là, tu sais, comme Sonia fait des pièces de théâtre qui sont super, super bonnes. Puis elle fait plein de projets, elle écrit des choses aussi. Je pense qu'elle a une série en développement en ce moment, mais je pense pas que j'ai le droit d'en parler. Non. Puis Léo aussi, qui font Léo. Chagnon, Dominique, Sonia, ils font Léo. Sonia, elle écrit sur Léo, ajoute dedans. Chagnon réalise. Dominique fait le montage. Dave, il fait plein de contrats de pub. Il fait plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Vous êtes quand même tous très occupés de votre bar avec vos projets. Oui, exact. Et puis ça m'amène à... Regarde, on va glisser tranquillement vers le podcast. C'est-tu bien? Parce que je me rappelle encore qu'au début de Tu me niaises, je t'avais écrit, j'ai fait « Hey, c'est quand même très cool ce que vous faites. » Puis j'étais comme « Tu réussis-tu à vivre de ça? » Puis en plus, c'était dans les débuts. Ça fait combien d'années maintenant, Tu me niaises? Ça va faire 3 ans bientôt. 3 ans. Puis tu disais, écoute, c'est beaucoup de travail. Puis tu m'avais un peu écrit comment tu gérais ça comme modèle pour essayer d'arriver à faire de quoi. Et depuis puis c'était dans les débuts, depuis ces 3 ans-là, les choses ont quand même assez explosé, si je peux le dire ainsi. Là, parce que même mon petit voisin qui a 15 ans, gros fan, il est allé vous voir live. Ah ouais? Capable. Puis vous avez quand même tout un range de fans de différents âges. Je trouve ça super le fun. Et moi, j'ai pas commencé au tout début à tout écouter. Je présume qu'au début du podcast, vous avez expliqué un peu les origines de votre rencontre, de votre affaire. Pas vraiment, non. Non, ça a juste embarqué comme ça. Ouais. OK. Ouais, vraiment. Puis vous étiez des bons copains? Non, pas du tout. On se connaissait très peu, en fait. Je le voyais une fois de temps en temps, là, genre... OK. Il faisait une soirée, j'étais là, mais comme c'est pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'y parle à tous les jours, genre à Philippe. Mathieu un peu moins. Je pense que Mathieu est plus... dans sa bulle, il fait sa petite musique, il fait ses affaires. Okay. Mais non, on se connaissait pas tant que ça. OK, puis ça a commencé, vous avez dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire cet univers-là? Ouais. Quand même. C'est drôle d'hybride entre un podcast puis une fiction bizarre. Puis ça s'est mis à décoller. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça s'est mis à décoller rapidement, ou toi, est-ce que tu sais qu'à un certain moment, tu as fait, OK, c'est là, on vient de tenir quelque chose, parce que c'est certain que là, maintenant que vous faites des lives beaucoup, ça donne quand même un pouls pour comprendre c'est qui aime ça. Ouais. Mais avant de se rendre au live, il y a eu tout ce travail-là. En fait, on a commencé en faisant des lives devant public, puis après ça, il y a eu la pandémie, comme tout le monde le sait. Puis après ça, on a modifié notre structure pour faire des épisodes en webcam. Puis là, après ça, on est refait des épisodes en studio. Puis après ça, on est revenu au... Non, ça a bougé beaucoup, vos affaires. Je pense que ce que les gars préfèrent, eux, c'est d'être sur scène. Puis tu sais, moi aussi, parce que des fois, ça rend ça moins lourd. Parce que des fois, ils peuvent tomber dans du lourd. Puis là, moi, je suis tout seul au studio, faire comme... Mais non, ça va bien. Puis c'est ça, je préfère beaucoup quand on est sur scène parce que ça rend ça plus léger. Puis, ça rend ça plus léger. Tantôt, avant que tu viennes ici, on parlait un peu... tu me disais, moi, je suis en vacances en ce moment, mais là, après, bientôt, je vais peut-être être dans un chalet avec les gars de Tu me niaises parce qu'on va travailler. Mais c'est quoi... Peux-tu expliquer un peu, c'est quoi travailler avec Tu me niaises? Parce que c'est sûrement pas la même structure, justement, de travail que tu pouvais avoir avec les appendices. Non, pas du tout. Mais loin de ça. Oui. Ben, il y a beaucoup de préparation en amont quand même, où on réfléchit un peu au concept. Parce que souvent, on a des concepts dans nos épisodes. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, ces derniers temps, en fait, ces 2 derniers mois, ils étaient beaucoup occupés avec leur nouveau spectacle. Fait qu'on travaillait moins en amont sur ces affaires-là. C'était plus comme des surprises, tu sais, comme... Mais généralement, la préparation de Tu me niaises, c'est plus comme regarder des choses, réfléchir à qu'est-ce que je vais dire, tu sais, parce que c'est ça. C'est tout improvisé, mais on arrive quand même avec des affaires, tu sais. C'est ça, c'est pas scripté, mais
il y a quand même une ligne un peu qui est là. Ben, tu sais, moi, j'essaie de faire découvrir des choses aux gens, puis mes réflexions aussi bizarres que j'ai pendant la semaine, puis après ça... Mais est-ce que tu écris ça un peu? En petites notes, là. Je me prends une petite note, là, pas rien de... Je l'écris pas la joke. Tu te répètes pas? Non. OK. Fait que je note un peu de qu'est-ce que j'ai pensé ou, tu sais, la piste de réflexion que je voudrais avoir avec eux autres, voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis c'est pas mal ça, tu sais. Après ça, on arrive sur scène, on fait notre spectacle, mais après ça, il y a beaucoup de travail, mettons, de montage, puis de faire le son, puis de... Ça, c'est long. Ouais, vraiment, tu sais, transférer les dossiers. Après ça, là, on va l'envoyer au monteur qui lui va faire la job de montage. Après ça, il va séparer tous les extraits. Là, après ça, il faut extraire tout ça, l'envoyer sur Internet, mais faire la promotion. Toute l'équipe de Tubinière, vous êtes combien là-dedans? Parce que bon, vous êtes on les est 3. 4. Vous êtes 4? Ouais. OK. C'est qui le 4e? C'est le monteur. OK, simplement. Ouais. OK. Puis dans tout ça, mais vous faites, comme tu dis, tout le monde met la main à la pâte là-dessus, sur ce... On a un caméraman, là, puis on a quelqu'un qui nous conduit quand on va, mettons, à Québec. Il y a du monde qui nous aide, là. On a plein de gens qu'on engage, mais à la base, on est 4. Mais c'est une compagnie? C'est comme une coop un peu, là, où on sépare tout également. Il n'y a pas de personne fait un salaire fixe, là. C'est comme, on prend les dépenses, on les enlève, puis on se sépare à 4. C'est pas mal ça. C'est tout géré dans ma compagnie. Il n'y a pas vraiment d'entreprise comme tu me niaises, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, on fait environ 10 000 par mois ces temps-ci. Mais on a énormément de dépenses. 10 000 par mois, puis que vous splittez. Ouais. Mais là, il n'y a pas encore les dépenses. Exact, c'est ça. On a beaucoup de dépenses quand même. Puis il y a aussi des dépenses qu'on a faites qui ne sont pas encore remboursées. On avait environ 15 000 de dépenses, là, genre des spots, un ordinateur pour le monteur, toutes sortes d'affaires. Fait que là, tranquillement, pas vite, on les rembourse. Puis c'est ça. Fait que... Et ça, les 10 000, évidemment, c'est des fans. Exact, c'est du monde qui paye pour ça. C'est le monde qui paye pour ça sur Patreon. Patreon qui permet que ça. Puis même Patreon, eux, ils prennent une cote quand même aussi. Oui, ils prennent un genre de 15 à 20 15 à 20? Ouais. Mm-hmm. Il n'existe pas un autre modèle que vous pourriez faire? OnlyFans, qui prend 25%, je crois. Sinon, on pourrait se bâtir notre propre structure. Mais ça, c'est compliqué. Ça me tente pas. Pantoute. Non, c'est ça. Pour gagner 15% de... Ben, en même temps, tu sais, je veux dire, ils récupèrent l'argent des gens. Ils le débitent à chaque début du mois. Ils font une plateforme qui me permet de séparer les tiers par rapport à si les gens prennent juste audio, vidéo. Ils payent les taxes. Non, il y a plusieurs affaires. Il y a quand même un bon offre de service. C'est pas tant que ça. Là. C'est même pas sur le 10 000. Comme, si on n'avait pas le 15%, on ferait genre comme 13-15 000. Là, ouais. Mais regarde, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais en même temps... Écoute, c'est moins de tâches pour vous autres aussi. Oui. Il y a quand même ce concept-là. La comptabilité, mettons, là, genre, j'haïs ça. Là. Ah non, c'est la pire chose. Le document Excel. Là, donc, t'aimes ça en tant que travailleur autonome, faire tes taxes à tous les... j'adore ça! À tous les 3 mois. Là. Oui, c'est le fun, ça. Non. Mais, c'est quand même assez absurde que ça soit les gens les moins axés là-dessus que c'est à eux autres de le faire. C'est ça qui est vraiment... Moi, c'est la pire chose au monde. Puis c'est en fait comme un deal avec ma blonde parce qu'elle est super bonne avec les chiffres, puis elle aussi est travailleuse autonome. Et en tout cas, on a comme un système que j'amène les chiffres, tout ça, je lui donne. J'attends dans le coin de la pièce. Puis là, des fois, des questions. On se pogne un peu toujours parce que j'ai gaffé quelque part là-dedans. La vraie. Puis c'est juste un sentiment pas grave. Puis là, après, tu t'envoies ton montant. Mm-hmm. Puis c'est ça. Ah non, je déteste ça. Pourquoi ça nous... Ouais, t'as raison. C'est l'absurdité de pourquoi les gens artistiques les plus désorganisés doivent... C'est à eux autres que ça revient. Ah non, c'est terrible. Là. Terrible. Non, mais je te posais toutes ces questions-là parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des jeunes qui peuvent écouter l'émission et ils veulent se partir leurs affaires, de leur bar. Toi, tu donnerais quoi comme conseil à ces gens-là? Parce que t'es quand même... Moi, ce que je trouve vraiment fascinant dans ta personnalité, dans tout ce que tu fais, tu sais, bon, t'as étudié un peu en cinéma, l'art, tout ça. T'es quand même humoriste. T'es pas allé à l'École nationale de l'humour, comme la plupart de tout le monde qui est dans cette business-là, mais t'es un peu self-made, on peut dire, en tant que carrière, tu sais. Donc, quand on est quand on agit de cette façon-là, on a sûrement d'autres
une autre façon de voir le monde pour bâtir ta carrière. Ouais. Toi, ça serait quoi à dire? Ben, tu sais, moi, je suis beaucoup autodidacte, là. Ça veut pas dire que parce que je suis pas allé à l'école de l'humour que j'ai pas travaillé pour savoir les affaires. Tu sais, j'ai lu des livres là, sur la théorie de l'humour. J'ai fait plein d'affaires, puis juste d'avoir été comme dans un contexte où j'en ai fait beaucoup. Moi, c'est con, mais c'est les appendices qui a été mon école. C'est parce que j'avais un script éditeur, puis à l'époque, on essayait beaucoup, on a fait des choses. Fait que je pense que le conseil, c'est juste de faire. C'est en le faisant que tu vas le devenir. Fait que... Essai-erreur un peu, d'une certaine façon. Ben oui, je pense que c'est la façon d'apprendre, là, tu sais. Puis en plus, aujourd'hui, tu peux tellement... essai-erreur. Tu peux mettre des affaires sur YouTube, tu peux partir tes propres affaires, puis ça n'a pas besoin d'être excellent tout de suite, je veux dire. C'est comme choisir un métier quand tu as 17 ans, là, genre au cégep. Je m'en vais dans cette carrière-là, tu as le temps de changer. Là. Fait que t'as pas besoin, inquiète-toi pas, fais tes affaires, puis au pire, ça se délite des vidéos. Hein, mais toi, t'as pas fait ça, justement? Genre, quand tu étais jeune, je veux faire ça dans la vie. Moi, ça a pas mal toujours été l'objectif de faire de l'humour puis d'être comédien. Fait que c'est sûr que j'ai mis toutes mes billes dans ça. Mais pas tant le cinéma, de réaliser. Non. Ça, c'est venu comme par après. Ouais, par nécessité un peu. Là, comme il faut que quelqu'un le fasse, fait qu'il va le faire. Là. Mais j'ai jamais vraiment réalisé tant que ça. Je veux dire, j'ai juste comme fait les choix, mais j'ai pas... faire un film... Il y a une différence entre faire un film et faire un sketch, mettons. C'est faire un sketch, c'est juste, je choisis ce plan-là, j'ai besoin de ce plan-là, puis je dirige mes comédiens pour faire ma niaiserie. Mais faire un film, faut que l'histoire se suive, que tes comédiens, c'est pas toi, c'est d'autres personnes qui comprennent le récit, c'est un travail d'équipe avec tous tes départements, c'est beaucoup. Fait que je peux pas dire que j'ai réalisé, là, parce que... T'aimerais-tu ça, un film? C'est trop... Je trouve que c'est trop d'organisation, puis c'est pas la partie que je préfère de l'art. Ouais. C'est plus comme chef d'orchestre, on dirait, là, c'est comme pas toi qui le fais réellement. Mais tu sais, comme, je pense que ça, c'est pas le bon parallèle, parce que chef d'orchestre, tu choisis un peu... Ben non, c'est la même affaire. Tu choisis un peu comment projet, ça va sonner, le projet, qu'est-ce qui va être mis de l'avant, puis comme, qu'est-ce qu'on met où, quand... mais moi, c'est pas ça que j'aime de la création. T'sais. Moi, j'aime beaucoup plus comme... Ou jouer dans un film. Ah, ça, j'aimerais beaucoup ça. Ça, oui. J'aime pas ça tant que ça, être le chef qui choisit, mais en même temps, j'adore ça. C'est ça qui est spécial. Je préfère... Comme, mettons, la musique, j'aime beaucoup ça parce que c'est moi qui est aux commandes, je fais tout, puis j'ai pas besoin d'être à l'extérieur. On dirait que j'aime beaucoup le premier jet aussi, c'est ça. J'aime plus quand c'est rapide, puis quand c'est comme... L'émotion est là, parce que moi, la construction d'émotions avec comme plein d'étapes, là, tu sais, puis comme attendre, puis ça, je suis pas bon là-dedans. Mais tu me fais rire avec ton premier jet, parce que quand t'es comédien, des premiers jets, il y en a pas, peut-être certaines fois, mais comme on va dire, par exemple, la série que t'as fait, c'est comme ça que je t'aime, c'était pas une des premiers jets, il y avait bien des jets. T'es-tu sérieux? Ben, il y avait pas vraiment de « fais-les plus de même ». Là, ah ouais? Il n'y avait pas tant que ça. Non. C'est plus... T'es comme un peu le responsable de ton rôle. T'es responsable de ton histoire à travers tout le récit. Ben, ce projet-là, parce qu'il y a d'autres projets... C'est ça, je veux dire. Il y a d'autres projets, c'est autre chose. Mais c'est rare, je me suis fait diriger comme... mettons, comme on imagine, là, romantique. Là, genre, ta mère est morte, go, tu sais, là. J'ai ça, là. Genre, ça m'est jamais vraiment... À peine roche, hein? Ouais, non, mais tu sais, là, genre, je comprends, ça m'est jamais vraiment arrivé, ce genre de patente-là. C'est plus comme, fallait pas fâcher, là, fallait plus comme un peu moins fâché. OK, tu sais. OK, j'aime. T'enlèves 2 coches au micro, là, puis après, c'est correct. C'est jamais, je sais pas, je trouve que ça se ressemble quand même dans le premier jet, parce que tu le fais, puis après ça t'appartient plus, tu l'as fait. Puis là, c'est à quelqu'un d'autre de dealer avec. De gérer, ouais. Fait que ça, là, moi, là, vite, là. Ça, c'est l'improvisateur, là, qui parle aussi, là. Ouais, mais c'est parce que des fois, je trouve ça long, là, tu sais, comme, mais là, faut choisir la take, puis ben là, il y a quelqu'un d'autre qui aime pas ça, puis je préfère faire... C'est pour ça que je fais mes montages, on dirait. Puis... Mais en fait, c'est intéressant que tu dis ça, parce qu'on va discuter un petit peu de C'est comme ça que je t'aime, et peut-être c'est pour ça que les gens ont tant aimé cette série-là. Il y a une espèce d'énergie, de folie, qui est peut-être justement un peu du premier jet, justement de se donner, tu sais, c'est super communicatif dans cette série-là. Ouais.
Bon, OK, en tout cas, si vous l'avez pas écouté la série, ben allez l'écouter parce que là, on va dire des divulgations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est triste. Très triste, cette fin. Ben oui. C'est... écoute, et pour être franc, là, moi, je suis à vif dans l'action. Je l'ai écouté hier soir, la finale. Ah ouais? Ouais. Aïe, aïe, OK. Donc là, je te vois aujourd'hui, puis ça me fait une petite émotion de ton départ de la série, du dénouement. Comment c'était ça? Ça doit être bizarre quand tu te fais annoncer, non? Que ton personnage s'en va. Ben, tu l'apprends à la lecture du texte, tu sais. Fait que là, tu sais, moi, tout au long, mettons l'épisode 7, 8, là, j'étais comme, ouf, je sais qu'il y a quelqu'un qui va s'en aller. Là. Je le sens, hein? Ouais, ça se sent. Là, tu fais, je pense que c'est lui ou elle. Oh non. Puis là, tu lis, puis là, tu fais, de plus en plus, tu te rends compte, non, ça se peut que ce soit moi. Puis là, quand tu le découvres, tu fais, oh non. C'est sûr que ça a été une mauvaise journée, là. Je pense que je suis resté couché toute la journée. Mais ce qui me terrifiait plus, c'était pas le fait que je partais, c'est plus le fait que va falloir que je joue ça, tu sais. Ouais. C'était pas une drôle de scène aussi, là. Ouais, aussi en plus, là, tu sais, c'est une scène qui est comme, tu fais, ça pourrait être totalement niaiseux, ça, là. Puis je veux pas le faire niaiseux, tu sais, je veux le faire touchant, comme. Fait que j'ai réussi, mais c'est compliqué, là, se rendre là, tu sais, c'est parce que... J'avais plein de grosses scènes, puis j'étais comme, mais je suis pas comédien, moi. Tu sais, moi, je dis des niaiseries, moi, je dis croque des cocons, là. Fait que là, j'avais des longs textes, des longues affaires, puis j'étais, oh my God. Mais finalement, j'ai réussi, fait que je suis Mais c'est ça, content. t'es capable de mémoriser tout ça malgré que, c'est pas compliqué, je veux dire. Mais non. OK. Je sais pas, comme, regarde, OK, j'ai un exemple vraiment précis, là. J'ai appris à lire les kanji, ben pas les kanji, les hiragana puis les katakana japonais, OK? Puis là, je sais que ça dévie beaucoup, là, mais je vais revenir. Non. Si j'ai bon. Allons-y. Puis c'est pas si compliqué que ça, lire le japonais, OK? C'est vraiment pas si compliqué. T'as juste deux alphabets de 26 caractères à apprendre, OK? Puis là, les gens font comme, mais là, comment tu fais pour tout te rappeler tes affaires-là? Puis après ça, t'as aussi les kanji. Puis là, les kanji... Ça, c'est des... ça vient du chinois, en fait, qui est comme un peu transformé. En fait, les caractères, c'est les mêmes caractères qu'en mandarin, mais adaptés japonais. Fait que c'est pas les mêmes sons. Okay. Puis c'est des combinaisons d'affaires. Puis ça, il y en a genre énormément. Il y en a comme 15 000. T'sais. Puis là, les mondes sont comme, mais comment ils font pour se rappeler de tout ça? Mais tu sais, nous autres, les francophones, on se souvient des genres de tout. Comme la table, pas le table. Ouais. Le piano. La chaise, tu sais, comme mais on se souvient de tout ça. Il y en a énormément des objets là, à se souvenir. Là. Fait que notre mémoire est incroyable, tu sais, comme c'est pas quelque chose de compliqué de se rappeler de 7 pages de texte. T'sais. C'est pas compliqué. Il n'y a rien là. Non, j'avoue, mais écoute, en même temps, je sais pas, moi, mémoriser encore du texte, c'est toujours un mini défi, mais... Mais c'est peut-être parce que tu l'envisages pas de la bonne manière. T'sais, moi, comment je le fais, c'est je me fais une image mentale. T'sais, comme je le sais qu'en disant cette phrase-là, ce que j'ai dans mon émotion, c'est ça. Fait que ça m'amène à la prochaine affaire. Ou je me fais des liens comme ça. T'sais. OK. Parce que tout ça a du sens. T'sais. Généralement, la phrase elle a du sens. T'sais. Pourquoi je dis ça là avant ça? Parce qu'il y a un argument logique. Comme... Non, mais non, attends, je me suis mal exprimé. Savoir mon texte, j'ai pas de problème. Savoir mes lignes, j'ai pas de problème. Moi, c'est savoir les lignes des autres pour interagir. Mais ça, c'est encore plus facile parce que tu le sais que l'autre personne réagit à ce que tu viens de dire. Peut-être. Puis là, elle dit quelque chose qui t'amène à ton prochain point. J'ai fait une pièce jeunesse, j'ai fait 2 pièces jeunesse avec le Quatuor Molinari. Écoute, le défi qu'on a. Puis on est capable, nous autres, de mémoriser par cœur des tonnes de pages de Muse sans problème. Mais là, puis c'était un texte super actif où il fallait s'interrompre. Puis tout. Là, j'étais, oh my God. Mais je pense que retenir la musique, c'est pas la même zone que retenir le texte. On dirait. Parce que, tu sais, retenir une mélodie dans ma tête, tu me dis, je joue de quoi au piano? Je vais m'en souvenir, là. Je suis capable de te le chanter, là. Tu sais, c'est dans une autre partie de mon corps, tu sais. C'est comme la danse un peu, tu sais. C'est une mémoire mécanique. Ouais. Tandis que le texte, c'est plus une mémoire logique. T'sais. Mémoire logique, ouais, c'est bon ça. C'est pas nécessairement, tu retiens pas le son du mot, tu retiens l'essence de la phrase puis l'ordre de tout. Fait que c'est vraiment pas la même mémoire. Ah, mais là, tu me parlais encore du Japon. C'est quoi? C'est une grosse passion, tout ça, là? Ouais, j'adore vraiment. En fait, c'est que je trouve que l'Asie, c'est comme le plus loin qu'on peut aller de notre société un peu. Genre, le Japon, c'est tellement différent.
que j'ai l'impression d'être comme dans un autre pays. Ben, pas dans... Oui, dans un autre pays, mais dans une autre planète. Réalité. Hein, ouais, vraiment. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis là, ces temps-ci, je suis en train de m'intéresser beaucoup à la culture chinoise, puis aussi coréenne, parce que le Japon, j'aime ça, mais on dirait que j'ai pas fait le tour, mais je me rends compte que, genre, la cuisine coréenne, c'est meilleur encore. Fait que, genre, ça m'intéresse vraiment beaucoup. OK, donc t'as passé de sushi à barbecue coréen. Exact. Là, le kimchi, puis tout ça. Kimchi, tout ça. Ouais. C'est tellement drôle. Ma blonde arrive de Corée, à peine. Ça fait une semaine. Avec l'Orchestre symphonique de Montréal, ils sont allés faire une tournée de une semaine. Mais tu sais, genre, une affaire complètement débile. C'était genre, je pense, 5 concerts ou 4 en une semaine, genre, back-à-back, ils changeaient de ville constamment, puis elle est revenue. Première chose, c'était la nourriture. C'est fantastique. Ah oui, c'est incroyable. Ça n'a pas rapport. Il y a 4 séries que je suis en train d'écouter en ce moment. Ça s'appelle Rhapsody. Fait que c'est comme... ça parle de... mettons, c'est Pork Belly Rhapsody. Après ça, c'est Hanwoo Rhapsody. Fait que c'est comme la vache Hanwoo, en fait. Le bœuf Hanwoo, il est vraiment réputé à travers le monde. Puis c'est comme une genre de vache qu'ils ont comme cultivé pour que ce soit cette genre de sorte-là. Puis là, les Coréens mangent comme toute la vache au complet, mais comme pas juste les parties que nous on mange. En fait, ils le découpent d'une façon vraiment étrange. Okay. Puis tout le monde aime un peu, tu sais, comme ils mangent de la queue là-bas. C'est comme genre, oh wow, la queue c'est super bon. Puis comme nous autres, je m'en souviens, à un moment donné, je suis allé au boucher qui est à côté de chez nous, puis là, il a fait comme, il reste plus de steak comme ça, mais veux-tu de la queue? Puis j'étais comme, oh, OK. T'sais. Puis là, je l'ai mangé, puis j'étais, ah, c'est spécial. Jamais comme à l'épicerie, tu vas voir ça, là, des parties de même, mais là-bas, c'est incroyable. Fait que la culture culinaire en Corée a vraiment de l'air développée. Là. T'es déjà allé en Asie? Juste au Japon. En fait, au Japon, je suis allé au Cambodge, je suis allé en Thaïlande. Je suis allé en Asie pas mal. En Inde aussi. OK, voyageur? Mais ça, c'était tout le même voyage. Fait que, pas le Japon, mais... un genre de 3 mois en Asie avec mes amis. C'était un gros voyage. Parce que là, ça droppait comme ça. Les notes. Mais l'Inde, j'étais allé là à peu près 12 heures de temps. Je suis revenu rapidement. J'ai fait, je suis pas prête pour l'Inde. Ah non, hein? Non. Non, c'est un autre c'est un autre univers, là. Je prends mon portefeuille, je te fais un chèque, un super chèque, et qui te permet de réaliser le projet de ton choix, de tes rêves, n'importe quoi. Tu vas où avec ça? Ben, c'est sûr que je m'en vais vivre au Japon, là. Ah non, un projet artistique. Ah, mon projet artistique. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une condition sur le chèque. Ça dit, tu peux encaisser seulement si c'est dépensé dans un projet d'art. Ben, c'est sûr que je fais un album là, de musique incroyable avec un orchestre puis une chorale d'enfants. OK, tu te lances. Ça serait musical, le truc que tu ferais. Tu sais, ça serait un album que je ferais sur comme 4 ans, là, tu sais, là, un long projet. Là. Je prendrais mon temps, là. Projet... orchestral, humoristique encore, quelque chose. Des fois, ça t'arrive pas de penser d'aller ailleurs que l'humour? Oui. Ben en fait, je suis en train de composer de quoi, là, en ce moment, un album qui est pas du tout humoristique. Fait que... mais ça va toujours rester drôle, parce que je suis quelqu'un de drôle dans la vie. Mais moi, ça me ferait parce qu'en septembre, tu te souviens de Flight of the Conchords? Ouais. OK. Un des personnages, Brett, oui. Il vient au Corona faire présenter son album solo, puis vraiment, tu sais, j'ai jamais vu autant de notice sur un spectacle qui dit pas drôle. Ce ne sera pas drôle. Ouais. Si vous venez, soyez avertis, il n'y aura pas de rappel drôle. Ouais, c'est vraiment... Puis pauvre, à un tel point que je suis presque curieux d'aller voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est ça, mais c'est drôle parce que les gens sont cantonnés dans des positions tout le temps. Lui, c'est la personne il est drôle. Fait que là, on attend l'album drôle, mais je suis comme, moi, là, ça, là, genre, ben non, là, je m'en fous ben raide. Regarde. Je vais sortir mes affaires, puis si tu les écoutes pas, puis c'est correct. Ouais, puis après, non, c'est ça. Puis c'est comment les gens aussi s'habituent à un personnage. Moi, je pense toujours à Jim Carrey, comment de nombreuses années, il a juste fait des trucs drôles. Ou Sandler aussi. Puis là, ils font un rôle sérieux, puis tout le monde on fait quel artiste incroyable, quel range incroyable. T'es comme OK, puis mais ça on le voit pas à l'inverse. Les gens qui font juste du drame, puis là on leur donne une comédie. Ouais. C'est rare qu'on voit ça. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Puis souvent parce qu'ils vont pas réussir à le faire. Ouais. C'est tough d'être drôle, tu sais. Ben c'est parce que oui, c'est tough d'être drôle, mais c'est parce que c'est comme
c'est comme faire pleurer les gens, faire rire les gens, tu sais. Ouais, faut que tu les touches. Ouais. Il faut que tu les... C'est comme être magicien aussi. Faut que tu les mystifies pour après ça les surprendre. Fait que c'est juste ça, l'humour, tu sais. C'est vraiment juste ça. Puis après ça, ben il y a toute une question de cible aussi, dans le sens... qu'est-ce que moi je trouve important puis sur quoi j'ai le goût de fesser, parce que l'humour a toujours une cible, il y a toujours quelque chose qu'on attaque, peu importe c'est quoi. Fait que faut que cette cible-là te rejoigne en tant que public. Fait que c'est pour ça que c'est difficile à être drôle, puis que c'est pas tout le monde qui est drôle pour tout le monde, tu sais. Ouais. Puis il y a comme un risque là-dedans aussi, tu sais. Quand tu fais des rôles dramatiques, il y a pas comme des drames pour des certains types de personnes. On dirait que c'est comme ça, c'est le drame que tout le monde va regarder, tu sais. C'est pas comme genre les jeunes... Ben, ça dépend par rapport aux thématiques. Oui, le film en général, mettons, genre, ça c'est plus un film pour les jeunes, ou ça c'est plus un film pour les vieux, tu sais, comme genre, oui, mais on dirait qu'il n'y a pas d'acteurs qui font juste des... Je sais pas. Tantôt, encore une fois, on a jasé. J'essaie toujours de jaser le moins possible avec les gens avant de venir en studio et de discuter, mais on parlait je t'ai demandé, tu vois-tu bien des shows? T'as fait, non, moi, je suis pas très chaud. Mm-hmm. Le monde qui parle autour, du monde qui crie, qui chante, tout croche, l'acoustique, souvent la prise de son qui est moyenne, toutes des choses que j'approuve complètement. Puis il y a eu une série d'articles, je pense il y a 2 semaines dans la presse, juste là-dessus, sur le problème des salles, de la gérance des salles. J'ai vu ça, là. Et puis là, c'est sur tous les pavillons, là. Je veux dire, c'est musical, en humour, où les gens ne respectent rien, prennent leur téléphone, parlent fort, ça devient performer devient un défi assez lourd, parce que tu essaies de faire sur scène ton truc, puis il se passe ça. Moi, je suis encore épargné avec la musique classique. À date, on était épargné. Il faut dire que le public est plus âgé, puis ils veulent la tranquillité comme nous sur scène, donc ça nous permet ça. Il y a plus un respect de l'œuvre, j'ai l'impression, dans la musique classique. Et tu disais que tu aimais bien les albums. Oui. Ce qui sous-entend, je pense, que tu aimes bien les films. Est-ce que tu vas au cinéma? Oui, énormément. Ça, tu y vas. Cinéma, ça va, ça. Ouais. Ça se passe. Autant les films d'auteur que les affaires cinéma, blockbuster, popcorn. Là. T'es-tu lecteur aussi? Je dépasse. Mais tu sais, je lis énormément sur Internet. Je lis toutes sortes d'affaires. Comme sur mon téléphone, j'ai énormément de livres. Mais, tu sais, des guides de référence ou des sortes d'affaires. Mais comme de fiction, pas tant que ça. Je dépasse. Là. Ça a été beaucoup la BD à certaines époques. Mais. Puis t'es gamer, non? Oui, je joue à beaucoup de jeux vidéo. Je me souviens je suivais un peu. Écoute, moi, j'ai abandonné un peu tout ça faute. Bon, je vais pas mettre ça sur la faute de mes enfants, mais peut-être un peu. Comment je pourrais dire? Je savais que tu étais un gars de jeux de société aussi. Oui, j'avais vu ça. Que tu étais assez passionné pour ça. Et donc, le jeu, c'est encore là dans ta vie. Tu trouves le moyen de t'amuser avec ça. Ben, tu sais, comme, encore une fois, j'ai des passes. Comme là, tu vois, j'étais en vacances. Fait que là, je me suis dit, bon, là, j'ai une liste. Là, fait que je vais essayer de clairer les jeux vidéo que j'ai. OK. Puis, j'ai passé comme énormément de temps à finir un jeu vidéo. Là, tu sais, genre, c'est ça, je me lève, là, puis je joue jusqu'à temps que je me couche, là, tu sais, pour vraiment le terminer. Mais là, je me suis rendu compte que finalement, les jeux où on tire du monde dans la tête, là, je suis pas mal tanné de ça. Tour. Ben, tu sais, c'était le fun, là, comme au début, là, mais là, c'est comme, c'est plate à chier, finalement. Ah non. C'est comme, je sais pas pourquoi, mais... Mais t'es-tu maintenant genre les quests, les aventures plus oui, longues, mais c'est tout le temps la même affaire. Va là-bas pour ramener telle affaire, puis là, waouh, tu l'as rapporté. Ah non, ils nous l'ont volé, vite, faut aller la chercher. Puis là, puis tu tues comme 40 000 personnes en puis là, je suis... Hey, c'est plus ça que je veux jouer, là. Moi, je préfère maintenant les jeux d'aventure ou les puzzles ou... OK, le traditionnel, là. Ouais, ben, tu sais, comme, quand il y a une histoire, genre, je veux qu'il y ait une histoire, puis c'est pas juste une histoire de « faut aller les gonner », puis c'est terminé. Je l'ai faite, là, je pense, là, ça, là. Je pense que n'importe qui joue à des jeux a une passe. Ouais. Ben, c'est parce que c'est super, comme, impressionnant, c'est de la violence, ça va vite, c'est comme « waouh, c'est comme... » Je saute en bas d'un avion avec 2 shotguns, je tire tout le monde dans la tête, je suis, tu sais, j'ai gagné, mais je sais pas, à un moment donné, on se tanne de ça, là. Puis, est-ce que tu as essayé les VR, puis toutes ces bébelles-là? Ouais, bien sûr. Metaverse. Bien sûr. Ah, t'es là, puis t'aimes ça? Pas dans le Metaverse, mais le 3D, j'adore ça, je trouve ça capoté. C'est capoté. Moi, je l'ai essayé un peu.
Moi, dernièrement, dans mon entourage d'adultes, début quarantaine, beaucoup de gens qui vont sur cette nouvelle chose de metaverse, de se faire des dates, de se rencontrer. Ouais. Yeah. Mais là, la nouvelle affaire, c'est que des amis, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une date de cinéma. Ah oui, ils vont au cinéma, là-dessus, en gang. Ouais. Tu te donnes rendez-vous, t'es dans une salle. Puis là, t'es dans une salle où tu vas voir un show. Là, quelqu'un qui m'avait raconté qu'il est allé voir un show. C'était-tu Snoop Dogg qui avait fait un show exclusif sur ça. Puis là, tu allais dans le show. Puis là, tu sais, tu peux parler avec des gens. Tu viens d'où? Ah, je viens de Hong Kong. Ah, salut, enchanté. Toi, c'est un univers que tu as hâte d'explorer un peu? Oui, ben c'est sûr que, tu sais... en fait, j'apprécie le côté voyage de ça. Tu sais, comme je suis allé voir plein de vidéos YouTube. Mettons, tu t'en vas... genre au Parthénon, là. Puis là, t'es là, puis ça, waouh, OK, c'est nice ici, tout. Tu sais, là, tu te promènes en Inde ou tu te promènes dans ces places-là que tu peux pas voir. Ben, en tout cas, là, je pouvais pas parce que la pandémie, mais c'est plus ce genre d'application-là que j'aime beaucoup. Sinon, aussi, je trouve les jeux vidéo sont vraiment originaux. Tu sais, comme il y a beaucoup d'histoires qui est racontée à travers. Tu sais, ça permet une mise en scène un peu comme du théâtre, tu sais, ou une œuvre d'art in situ, là, tu sais, comme un genre d'expérience, là, où tu rentres dans une pièce, puis il y a quelque chose, puis c'est comme... Ça permet une autre forme de narration que j'aime beaucoup, le 3D. Mais tu sais, je le visite pas tant que ça. Tu vois, là, ça fait mon casque. Ça fait 1 an que je l'ai pas pris dans mes mains. Là. Mais voyons donc, OK, t'en as un chez vous, puis... Ouais. Je suis comme, bah, il est là. Genre, là, mettre sur ma tête. Tu sais, là. On va faire d'autres choses. C'est peut-être mieux ici pour l'instant. Ouais. J'ai trop d'affaires à faire dans ma vie, là. Je peux pas tout faire. Exact. Je peux pas tout faire. Mais ça va m'amener à ma grande curiosité de connaître ta prescription. Alors, on y va avec la prescription de Jean-François Provençal. Ben moi, en fait, ça va être japonais parce que j'aime beaucoup le Japon. Je m'en doutais. Puis, ben c'est que j'ai découvert la musique japonaise. Puis comme souvent, on a comme le grand cliché de la musique japonaise, tu sais, les tunes d'animé, ou tu sais, les groupes, les super groupes avec 42 personnes, là, puis des pop stars idols. Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère le underground japonais. Et puis, il y a des vraiment bonnes choses. Et puis, notamment, Haruomi Ozono. OK. Puis lui, c'est le Beatles japonais, mettons. Il est super influent. Il a été dans plein de groupes. Attends, je vais essayer de te trouver ça. Il a été dans Happy End. Il y a plein de tunes de Happy End dans Lost in Translation. Ouais. Après ça, il a fait Yellow Magic Orchestra avec 4 autres personnes. Puis ça, c'est comme du prog, psychédélique prog un peu. Puis il y a aussi une carrière solo, puis il y a énormément de hits. Ça n'a même pas rapport. Puis l'album que je vous conseille, c'est Ochono House. OK, Ochono House. Qui est en fait une reprise de son album Osono House, qui est sorti dans les années 70. Et puis là, ce qu'il a fait, c'est que c'est comme son premier album solo. Et là, il l'a repris, mais dans l'ordre inverse. Puis il les a comme remixé ses tunes. OK. Fait que le premier album des années 70, c'est comme plus c'est guitare électrique, folk, un peu rock. Okay. Puis là, maintenant, c'est comme des arrangements un peu à la bec, mettons, mais tu sais, comme une musique bien étrange. Ouais. Puis ça, j'adore ça. Il y a énormément de hits sur cet album-là. Ça n'a même pas rapport. C'est disponible sur Spotify puis un peu partout, là. Donc, vous allez pouvoir le trouver facilement. Puis il a fait aussi un autre album dans le temps pour les magasins de... je me rappelle pas c'est quel magasin, mais un genre de Zellers. Okay. Il a fait une trame sonore de 2 tunes qui durent 20 minutes chaque. Puis c'est Watering a Flower, je pense que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Ah oui. Ouais. Puis c'est
super relaxant. Ça n'a même pas rapport. Puis c'est de la musique comme qu'il est supposé faire magasiner un peu plus, tu sais. Mais, pour faire magasiner un peu plus. Relaxer le monde, être dans le bon état pour acheter. Puis ça ressemble beaucoup à du Brian Eno, genre, mettons, cet album-là. Mais Haruomi Ozono, c'est le grand génie japonais. C'est par là qu'il faut commencer son exploration de musique japonaise. Il y a tellement d'affaires. De disponible. C'est vraiment écœurant. Mais écoute, moi, je vais y aller. Tant qu'à aller au Japon, on va y aller au Japon. Moi aussi, je vais avoir une suggestion japono-canadienne de musique. Est-ce que tu connais le groupe Teke Teke? Non. T-A-K-E, T-A-K-E. C'est un groupe canadien de rock psychédélique. Je te le dis vraiment, je te lis la définition, dont la musique mêle des influences de rock japonais et de surf rock. Ils sont basés à Montréal. Wow. Et puis ils sont surtout connus pour leur album Shirushi, qui est sorti en 2021 et qui a été sur la liste Polaris 2021. Nice. C'est du monde d'ici. Écoute, c'est vraiment original. Si en plus toi t'es dans un trip de tout ce que tu décrivais avant même de le nommer, je me disais ok, j'étais sûr que t'allais me nommer Teke Teke. Mais Teke Teke, tu peux les voir à Montréal, ils font beaucoup de shows ici et là, et c'est vraiment bien fait. Écoute, c'est quand même, il y a de la guitare électrique, des fois, il y a le drum, tout ça, des fois il y a une petite flûte traversière qui apparaît là-dedans. Il y a des hits, c'est de la bonne musique. Et vraiment à découvrir, tiens, c'est ça ma suggestion pour toi cette semaine. C'est sûr que je vais écouter ça. On va rester avec le Japon. Et quoi d'autre? Hey, j'ai plein d'affaires. Là, c'est ça l'affaire. Est-ce que tu connais le groupe Sparks? Oui, j'ai vu le fameux film. C'est vraiment un bon film, ça. Moi, j'ai découvert le groupe après le film. Là. Comme beaucoup de monde aussi J'ai vraiment capoté. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus normie pour ton public. Le monde, il sait déjà c'est quoi Sparks. Non, Sparks, non, c'est et le réalisateur du film, voyons là, j'ai comme un blanc de mémoire, rien que faire exprès. Ouais. Mais qui a fait Simon, Drive Baby. Ouais. Voyons, en tout cas, on va le trouver dans un instant. On a l'Internet, on est capable. Hein? Ben là, à un moment donné, ça suffira. Qui est de Sparks. Bon, j'arrive pas à le trouver. Mais Edgar Wright. Bon, merci. Wright. Quelle honte, désolé. Donc, Sparks Brothers, oui, et dont la musique et dont l'art était vraiment étrange aussi. Oui, vraiment. Ça, tu vois, j'ai écouté toute leur discographie. Tu sais, des fois, je fais ça. Tu sais, genre, je mets tous les albums dans une playlist, puis là, je l'écoute. Oui, dans l'ordre. Dans l'ordre, exactement. Ouais, ça, c'est intéressant à faire parce que des fois, tu découvres, OK, là, ils ont leur passe comme ça. Puis, là, tu découvres des choses, c'est super le fun. Moi, j'adore faire ça. Ouais. Cool. Sinon, moi, un autre groupe que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup influencé, en fait, Ween, W-E-E-N. Connais zéro. C'est un groupe des États-Unis et puis leur particularité, c'est qu'ils font... Chaque album est comme un style différent. Ils ont même fait un album country. Puis généralement, leur tune, c'est un peu comme à mi-chemin entre la parodie puis le côté sérieux. T'sais. Fait qu'ils vont comme pasticher des genres, niaiser un peu le style... Parce que les tunes sont jamais vraiment sérieuses, mais sont très accrocheuses. Les chansons, les mélodies sont incroyables. C'est un groupe qui penche beaucoup dans prendre la drogue. Là. C'est un peu psychédélique, un peu. C'est rock. Ça dit d'ailleurs, ça a été formé en 1984. Ouais. Donc, ça faisait quand même un bout bien avant qu'on aurait pu imaginer de justement un duo de cette sorte, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y en a un peu des trucs comme ça, mais 84 quand même. Puis là, tu vois, en fait, ils se sont un petit peu séparés il y a comme genre peut-être 8 ans, mais là, ils sont comme revenus ensemble pour faire des shows parce qu'il y en a un des deux qui était comme, là, ça suffit la drogue, l'alcool, faut que j'arrête. Puis de faire les spectacles, c'était un peu problématique pour lui, mais là, maintenant, tu vois, je pense qu'ils sont revenus dans un côté plus sain, puis on l'a vraiment, littéralement, de 84 à 2012, ils ont été ensemble, séparés 3 ans. Ouais. Puis là, c'est reparti. Exact, là, ils font plein de spectacles, mais ça, c'est vraiment excellent. Puis ils ont un album qui s'appelle Québec. Et puis parce que il y a un des deux qui adore la musique prog québécoise, fait que c'est comme inspiré un peu de la prog québécoise, puis c'est super intéressant. Sinon il y a un autre album que je vous conseille. Mais l'album est en anglais. C'est juste il s'est inspiré, il est allé là. Ouais. Genre lui il tripe sur la musique prog québécoise, probablement qu'il écoute genre du comment ça s'appelle, donc Nuage, non. Nuage. Attends une minute là, je m'en souviens plus du nom. Un nouveau? Non, on est des vieux groupes de prog québécois. Là. Il y a comme un site web que j'aime beaucoup, prog québécoise. Prog Québec, c'est ça?
En 2003, ils ont fait un album Québec. Ouais. Hallucinant. OK, c'est ça. Ça s'appelle progquebec.com. Puis ça, c'est il y a comme une grande liste d'artistes qui faisaient du prog québécois. Puis qu'est-ce qui est en disqué, qu'est-ce qui est disponible. Puis j'en ai écouté beaucoup de ça. Il y en a beaucoup sur Spotify puis sur YouTube de ça. Là. Okay. Manège, c'est ça que je voulais dire. Manège. Ouais. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on n'est pas trop courant que ça existait. Là. Ben, c'était cœur, hein? La musique prog québécoise, là, tu sais, à la fois, c'est comme... c'est comme, mettons, Harmonium, là, c'est aussi bon que ça, là, ouais. Mais des fois, c'est full quétaine dans les paroles. C'est oui, comme... c'est sûr. Puis il y a comme un côté de moi qui fait comme, j'aime ça, je trouve ça drôle, mais à un moment donné, t'embarques dans la toune, pareil. Ouais. Puis, tu sais, Cano, tout ça, là, tout ce monde-là. Que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, un autre groupe que j'aime vraiment énormément, ça s'appelle The Bernard Lakes. Ben oui. Ça, c'était écœurant. Ils viennent de sortir un nouvel album. Oui, ok. Je pensais qu'ils jouaient même plus ensemble. Non. Okay. Ils ont sorti un album l'année passée, puis cette année, genre, ça fait même pas une semaine, là, ça fait 3 jours, genre. OK. Un petit EP. Et puis, c'est incroyable, ce genre de musique-là. Là. J'aime beaucoup ce genre de vocal-là. Tu sais, très fantomatique un peu, on dirait que c'est comme un fantôme qui chante dans une grande clairière avec de la grosse instrumentation, puis c'est comme un petit peu Arcade Fire, mais sans le côté la fête. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est quand même plus intime, c'est moins grandiose. Ouais. Aussi, là, dans la structure, dans les sons, puis c'est... Mais ça reste full dramatique, comme un peu opératique. Là. C'est comme un peu, on dirait, la terre brûle, puis c'est comme la dernière symphonie avant. Ouais. Puis ça fait longtemps qu'ils sont dans le portrait. Là. Ils sont arrivés vraiment dans les mêmes années que Arcade, justement. Là. Exact. Ça n'a peut-être pas eu la même reconnaissance mondiale, mais ils sont très respectés dans les festivals à travers la planète. Écoute ça, j'adore ça. Sinon, une autre influence, une dernière, en fait, non, 2, OK. De Panda Bear. Est-ce que tu connais Panda Bear? Non. Ah, OK, bon. Panda Bear, ça, j'adore ça. Ça, c'est un membre du groupe Animal Collective qui a une carrière solo. Et puis, je recommande l'album Person Pitch, en premier, qui a été fait en 2007. C'est comme de la musique faite avec des sons de la nature. Fait que c'est beaucoup genre des bruits de lions qui rugissent, après ça, une auto qui passe. Mais il fait de la musique pop un peu... hypnotisant. C'est rythmé au fond quand même. Oui, mais je décrirais ça comme, mettons, les Beach Boys de l'espace. Beaucoup d'harmonie vocale, super accrocheur, quand même un peu hypnotique, là, dans le sens que tu vas rentrer dans une genre de, pas une transe, mais tu sais, quelque chose que t'es comme confortable dedans, ça se répète beaucoup. C'est super intéressant, puis après ça, il a comme fait d'autres affaires. Ses autres albums, c'est un peu plus électronique, des sons de... Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une similitude dans le son avec Animal Collective? Oui, mais Animal Collective, c'est beaucoup plus dans, pas l'agression, mais comme ça bouge beaucoup plus, puis c'est plus rentre dedans dans ta face. Panda Bear, c'est relax, c'est comme le côté un peu plus. Tu peux le mettre comme en faisant la cuisine, puis tu te sens bien. Là, là. Même, je te dirais, peut-être même pour t'endormir, tu pourrais le mettre. Oh, OK. Tandis qu'Animal Collective, c'est comme, tu sais, ça, c'est rythmé. C'est rythmé, mais tu sais, moi, des fois, je mets ça, puis les gens sont super agressifs. C'est quoi ça? Je peux comprendre. Moi, j'aime beaucoup, là, par contre. C'est un bon band. Moi aussi, mais moi, je trouve ça relaxant, comme... Il y a de la musique de même que moi, je suis comme, ça passe. Puis je suis super agressé par ça. Ouais, mais les gens ont des drôles d'oreilles aussi, là, parce qu'ils sont formatés avec... En tout cas, tout en restant poli, là, pas des très bonnes choses. Là. Donc, dès que tu sors un peu, justement, du modèle, mais toi, tu es capable de sortir de ce modèle-là, tu sais, de la structure, tu connais les structures. Tantôt, tu as cité rapidement Frank Zappa au début. Je veux dire, donc, si tu écoutais du Frank Zappa, tu sais très bien que tu peux prendre une toune et la mettre dans le broyeur. Je pense qu'il y a du monde qui sont étourdis par le jazz. Puis ces gens-là peuvent écouter Animal Collective. Peut-être. C'est quand ça devient comme genre, à chaque note, on dirait chaotique, une attaque. J'arrive pas à prédire le prochain accord. J'aime pas ça. Donc, c'est un peu ça. Là. Mais c'est con parce que le jazz, c'est un peu ça, non? C'est comme d'être capable de justement prédire la prochaine affaire. Puis là, ils viennent te surprendre. T'es comme, oh! Intéressant. Ben oui. C'est ça le plaisir. Ouais, puis il y a comme... puis même pour les musiciens jazz, quand tu parles avec eux autres, quand ils parlent d'une bonne soirée, c'est comment ils se sont sentis, comment à un certain moment, c'est tout
je veux pas dire chaos, mais peut-être avoir un peu une sorte de chaos qui a une cohérence qui se tient. Et là, ils sont capables de se surprendre sur scène, de surprendre le public. Puis ça devient une espèce de... C'est super spirituel, le jazz. C'est du bon jazz, parce qu'il y en a du mauvais, mais tu sais, du bon jazz, c'est une expérience. Tu sais, n'importe qui à Montréal devrait un jour aller au Upstairs. Une soirée, ça coûte pas très cher, puis t'as des bandes d'ici ou d'ailleurs, mais c'est toujours incroyable. T'es-tu déjà allé faire un tour au Upstairs? Je pense pas au Upstairs, non. Sinon, t'es allé à l'autre club sur Saint-Denis. Ouais. Ça aussi, c'est super. Le Downstairs. Ouais, c'est ça. Mais le Upstairs, là, vraiment, moi, c'est une institution aussi. Ça fait longtemps. Tu bois un martini, puis t'écoutes du jazz. Puis c'est classy, là. La place est belle. Là. Ah, c'est le fun. Ouais. Une belle date. Cool. Donc, on a fait le tour ou t'en as une dernière? Ben, j'en ai une dernière. Là, Vas-y donc. C'est bon. Vas-y. J'aime beaucoup... je sais pas, on dirait qu'il faut que je choisisse entre deux, là, mais Insecure Man, j'aime beaucoup ça. OK. Insecure Man. Qu'est-ce que c'est? L'album Insecure Man. C'est un band. Exact. C'est comme... Ils prennent, on dirait, des presets sur des claviers Casio puis des petits claviers comme ça. OK. Puis ils font aller, mettons, le drum. Puis après ça, ils chantent par-dessus d'une genre de voix fantomatique. Le fun. Fait que c'est comme prendre des instruments que tu peux acheter comme au Village des Valeurs puis faire un album vraiment intéressant. Comme si c'était du karaoké. Ah, OK, mais cheap un peu, mais super étonnant. Puis c'est des gens qui viennent d'Angleterre qui font ça. C'est vraiment super bon, très accrocheur. Je connais pas du tout. Insecure Man. Ouais. OK. Excellent. Ouais. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment cool de jaser en profondeur sur ta vie et tes trucs, mais aussi toutes les suggestions. Vraiment, c'est toujours intéressant quand je reçois des gens ici. Il y a des fois on connaît les choses, on en a entendu parler. Aujourd'hui, tu es allé avec des trucs que je connais zéro. Ça, c'est parfait. Alors, merci de toutes ces choses à plugger. Sinon, des choses qui s'en viennent, qu'on peut suivre. Vraiment, pas vraiment. Allez sur Internet, je suis là. Ouais, exactement. All right. Merci beaucoup. À plus. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.